Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie de Charles Dagneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir deux sujets, comme d'habitude. Là, il y a un lien qu'on peut faire entre les deux, les voyages, on peut dire. Moi, je vais parler d'un explorateur méconnu qui a fait la traversée du continent nord-américain bien avant Alexander Mackenzie, puis encore plus avant Lewis et Clark. Il s'appelle Mon-Cache Tapé. J'y reviens. Mais tout d'abord, toi, tu vas nous parler d'un navire fantôme, mais qui a quand même un navire qui a existé. Absolument. Et puis, sa particularité, c'est un navire canadien. C'est une histoire de notre contrée. Et aussi, c'est un navire fantôme. Et non seulement c'est un navire fantôme, mais il va dériver dans l'Arctique pendant environ 40 ans. On ne le sait pas, il est peut-être encore là. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'est en 1969. Alors voici. Les navires fantômes, ça, c'est des légendes qui existent depuis l'Antiquité. C'est des navires qui dérivent sans équipage. Ces histoires-là il y en a énormément. Il y en a qui sont même vérifiables et vrais. Ça nous amène à parler de deux types. Il y a ceux de navires fantômes légendaires et il y a aussi la réalité des épaves qui dérivent. Alors, les deux sont vrais, puis à un certain moment donné, les histoires se mélangent d'une façon ou d'une autre. Alors, à travers des témoignages de marins qui prétendent avoir aperçu des navires spectraux, éthérés, en feu, on va prendre, par exemple, faire une distinction entre le réel puis la légende. Là, dans des véritables navires fantômes, il y a le célèbre Marie Céleste de 1872, le Resolute, qui est de 1854. Puis là, on continue jusqu'en 2020, le MV Alta. Il y a beaucoup de navires étrangers, le Lyubov Orlova, des navires russes, l'Octavius, le Joïta. Je connais d'ailleurs cette histoire-là, ça ferait une histoire à dormir debout. Les légendes, bien là, il va y avoir la légende de Gaspé, celle du Rocher Percé qui raconte aussi l'histoire d'un navire fantôme. Le détroit de Northumberland, l'île du Prince-Édouard a son propre vaisseau fantôme. Celui-là même a été photographié. C'est un navire en feu. Spectre du Saguenay, et puis même dans les autres pays, c'est le Hollandais volant qui est le plus connu. Célèbre. On le retrouve dans le cinéma d'ailleurs, dans plusieurs films, dans l'opéra. Puis même récemment, là, dans les Pirates des Caraïbes, qui est... je l'ai même vu dans les BD Marvel dans les années 70. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas seulement les navires fantômes, il y a d'autres moyens de transport. Il y a des automobiles, il y a des avions aussi. Modernité oblige. Il y a même un satellite, le Chevalier Noir. Et il y a aussi les épaves. Ah oui, exactement. D'ailleurs, c'est un visiteur à nos histoires à dormir debout. C'est ça, déjà. Des épaves dérivantes, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un derelict. C'est une épave semi-submergée qui se déplace au gré des courants. Le 14 octobre 1909, devant Rivière-Matane, entre Matane et Sainte-Félicité, le célèbre Empress of Ireland, avant son naufrage, évidemment, heurte un objet dérivant submergé qui va laisser une énorme fente dans la proue du bateau où ils vont embarquer jusqu'à 20 à 30 pieds d'eau, tel que décrit, dans la cale à vent. Il va être réparé à Lévis, repatché, puis retourné en Angleterre pour des réparations finales. Là, on parle d'une épave dérivante, là, c'est un navire semi-submergé. Maintenant, je vais raconter l'histoire du Baie Chimo. C'est un navire qui a été construit en 1914. C'est un pionnier, parce que c'était un des premiers à commercer dans l'Arctique. D'ailleurs, quand il a été construit, c'est une coque renforcée avec des membrures transversales et la forme de la coque arrondie pour éviter que celle-ci soit écrasée par la glace, le cas échéant. Alors, elle va, à ce moment-là, être soulevée plutôt qu'écrasée. Et ça a fonctionné, on peut le voir là, d'ailleurs. Il a connu de nombreuses aventures durant des traversées l'Atlantique du Pacifique. Il faisait le commerce avec la Russie. Il a connu un échouage et puis on a dû larguer des cargaisons. Il a échappé aux bolcheviks aussi durant cette période-là. Il a affronté vent et tempête.
Quand il a été lancé en 1914 à Göteborg, en Suède, il s'appelait le SS Angermanelfen et puis il transportait des marchandises en Hambourg, la Suède. Et après ça, à la Première Guerre mondiale, en réparation, il a été cédé au gouvernement britannique et puis racheté par la Compagnie de la baie du Son en 1921. C'est là qu'a été renommé le Baie Chimo, en l'honneur d'ailleurs d'une célèbre port en Alaska. Oui, et d'ailleurs, je me souviens que ce navire-là a été utilisé notamment pour commercer en Sibérie. Entre autres, et puis il est venu à Montréal et Québec aussi. Ah ouais, il y a eu beaucoup de voyages. Puis là, sa principale fonction maintenant, c'était la pelleterie. Et puis, aussi, après avoir fait commerce pendant un bout de temps, c'est là qu'ils ont décidé de l'affecter à une route différente. Cette fois, là, c'est dans l'ouest de l'Arctique, entre Vancouver puis les postes de la baie du Sion, le long des côtes nord du Yukon puis des territoires du nord-ouest. Maintenant, la navigation en Arctique, c'est pratiquement une compétition contre l'avancée des glaces. Alors, on a ici, par exemple, un navire qui va faire le parcours côtier pour aller aux différents ports, alors que la glace descend. Plus la saison avance, plus ça se rétrécit, et puis le truc, ben, c'est pouvoir naviguer puis calculer sa façon de naviguer de sorte d'éviter ces choses-là. Puis il réussissait bien, parce que jusqu'en 1931, il n'y avait pas eu de problème. Même, il avait construit un deuxième navire, le Lady Kindersley. Lui, il était conçu en bois renforcé, spécialement dans le même type que le Baie Chimo. Sauf que lui, en 1924, il a été pris dans les glaces, puis il a disparu à tout jamais. Donc, le Baie Chimo, ben, voulait éviter évidemment le même sort. Alors, le 24 novembre, il s'est retrouvé coincé. Ce qui devait arriva, les glaces l'ont rattrapé, puis là, ben, ils n'ont pas d'autre solution que d'hiverner, passer l'hiver là. Ça, c'est à Point Barrow, dans des champs de glace qui étaient impénétrables. Alors là, il est devenu évident là, ils vont passer l'hiver là. Alors, on va installer un campement à proximité de la ville de Barrow, qui est un peu une bâtisse préfabriquée. Sur les 37 membres d'équipage, il y en a 22 qui vont être rapatriés, puis il y en a 15 qui vont rester sur place pour maintenir ça le temps que ça fonde. Mais l'Arctique, c'est pas prévisible. Ça fond pas quand ça doit, puis ça gèle pas quand ça doit, puis ça va pas, les glaces vont pas où ils doivent aller. Alors, là, il arrive une tempête le 24 novembre, puis lorsque la tempête se dissipe, le bateau a disparu. Sauf qu'il est à 72 km. Plus loin, puis là, il a dérivé sur les glaces emblées, 74 km. L'équipage va aller retrouver le bateau, ils vont prendre une partie des pelleteries puis de la cargaison, mais c'est trop compliqué, puis le capitaine soupçonne que le navire est endommagé, il décide ainsi de l'abandonner, puis c'est là que sa dérive commence. Alors, on va l'apercevoir là, pendant des années subséquemment. Ici, si je regarde la dernière fois qu'il a été aperçu en 1969, 38 ans après son abandon. Dans les années 30, il a été aperçu une vingtaine de fois par différents, soit des Autochtones, et puis des mariniers aussi. Il y en a même un capitaine qui l'a abordé, il est monté à bord, et puis il a constaté que tout était encore là. La partie de cargaison restante valait pas la peine vraiment d'être récupérée. Et puis là, on va se retrouver en 1969 pour la dernière fois qu'il est vu, mais il est possible qu'il soit encore là. OK, parce que là, on a un navire qui se déplace. Maintenant, c'est possible sans doute de le retrouver si on faisait des efforts, par exemple des satellites de localisation, des choses comme ça. Mais il semble que là, son aventure se termine et puis il repose en quelque part au fond de l'Arctique. Il aurait été aperçu au sommet d'un gigantesque iceberg à un moment donné. Et puis, d'autres navires, des chasseurs qui l'ont vu à dérive, il y en a qui ne voulaient pas s'approcher parce que là, la légende était en train, surtout pour les peuples qui sont un peu superstitieux, le navire était devenu une espèce de prémonition négative, ce qui est souvent le cas avec des événements comme ça ici. Un signe prémonitoire de catastrophe.
Oui, exactement. Là, l'insaisissable navire a été repéré, comme je disais tantôt, plusieurs reprises dans les mers de Beaufort. On l'a même vu dans l'Atlantique Nord. On l'a vu dans le cercle arctique et puis la mer des Tchouks. J'ai aucune idée d'où ça se trouve. Au nord de la Sibérie. La Sibérie, hein. Et puis c'est à l'heure actuelle où on se parle, au moment où on se parle, il y en aurait une dizaine de navires qui dérivent dans les océans du monde. Mais le Béchimo, c'est le record. Quand on parle de 30 à 40 ans de dérive. Et il faut dire que ce sont des... On pourrait dire que les navires fantômes sont un peu les ovnis de la mer. Oui, oui. Mais avec la différence qu'il y en a au moins une partie dont on sait exactement ce que c'est. Ce sont, comme on vient de le dire, des navires qui dérivent, parfois entre deux eaux, qui peuvent refaire surface. Et il faut le dire que c'est des objets extrêmement dangereux pour la navigation. Ouais. Peut-être un peu moins aujourd'hui avec les sonars et les radars, mais même encore, il arrive encore des accidents. Là, on arrive avec des constructions navales là, qui approchent le million de tonnes. Okay? Des pétroliers, entre autres, et puis des méthaniers. Ces navires-là, c'est pas quelques millions, milliers de tonnes de plus qui vont impressionner l'océan. Comme je mentionne, là, les navires d'aujourd'hui, ce n'est pas les vieux voiliers de l'ancien temps. Le résultat aussi, c'est que lorsqu'une catastrophe arrive, est souvent beaucoup plus grave. Si on pense aux pétroliers, en particulier, les marées noires. Puis surtout en Alaska, hein, avec il y a eu une catastrophe écologique énorme, le Torrey Canyon. Et puis, il y en avait eu un autre aussi, le nom m'échappe, mais ça me reviendra un de ces quatre. Là. Alors c'était donc c'est l'histoire fascinante du Béchimo. Puis moi, j'ai une histoire, on restait dans les voyages. Mais on parlait d'un explorateur méconnu qui est un précurseur. On dit toujours, les Américains disent toujours que Lewis and Clark, les explorateurs Lewis and Clark, au début du 19e siècle, ont été les premiers à traverser tout le continent nord-américain. Au Canada, on a l'habitude de dire que c'est Alexander Mackenzie vers les années 1790, donc une vingtaine d'années avant Lewis and Clark. Mais en fait, il y avait quelqu'un, selon toute vraisemblance, qui l'avait fait bien avant eux. Presque 100 ans avant Mackenzie. Peut-être même un peu plus que 100 ans. On n'est pas trop sûr pour la date. Notre témoin qui nous explique ça, c'est un monsieur Lepage Duprat, qui est d'origine belge, mais qui est arrivé en Louisiane en 1718 avec 800 personnes qui venaient coloniser, qui venaient s'installer en Louisiane. Il était venu pour s'installer. Il s'était d'abord installé près de la Nouvelle-Orléans, et où venait de commencer la colonie. 1718, c'est l'année de la fondation par le Montréalais, le moine de Bienville. Mais l'endroit est assez malsain, on est dans les marécages. Alors lui, il décide de déménager un petit peu plus loin, à Natchez, un peu au nord, Natchez qui est aujourd'hui au Mississippi. Et là où on est, c'est un peu plus, un endroit plus sec, qui est plus surélevé. Et là, il y a les Indiens Natchez, une tribu qui fascinait les Français parce qu'ils avaient un souverain qui s'appelait le Grand Soleil. On faisait une ressemblance avec le Roi Soleil à l'époque, Louis XIV. Et une aristocratie, et bon, des résidences du roi en haut d'une pyramide. Bref, civilisation particulière. Et qui avait, cette tribu-là avait un prestige parmi les autres tribus. Et alors, Lepage va se mettre à étudier les Natchez, à apprendre les langues indiennes de la région, les Natchez et les autres tribus, parmi lesquelles une autre qui s'appelait les Yazoo, qui sont un petit peu plus au nord des Natchez. Et c'est là qu'il va rencontrer notre personnage principal, Moncache Tapé, qui est un Yazoo, dont le nom signifie le tueur de douleur et de fatigue. Dans sa langue maternelle. Les Français l'appelaient tout simplement l'interprète, parce qu'il parlait une quantité de langues phénoménale. Alors là, c'était un homme âgé au moment où Lepage le rencontre. On ne sait pas quel âge exactement. La plupart des gens à l'époque ne savaient d'ailleurs pas leur propre âge. Mais personne vraiment assez âgée, Lepage rencontre en 1729. Et là, il apprend que selon ce que Moncache Tapé va lui dire,
Après la mort de sa famille, à lui, il a voulu rechercher les origines de son peuple. Tout ce qu'on pouvait lui dire, c'est qu'il venait du Nord, ce qu'il ne trouvait pas satisfaisant. Alors, il est parti voir si quelqu'un en saurait plus en allant au Nord. Alors, il est parti de son Mississippi natal, remontant le fleuve Mississippi, tout d'abord, ensuite l'Ohio, et là, il est remonté à travers les tribus, et là, il voyageait tout seul, hein, contrairement à la plupart des explorateurs qui partent en expédition. Lui, il voyageait tout seul avec son petit bagage, rencontrait des gens, hébergeait sur place, au besoin chassait, et apprenait des langues en cours de route, ce qui lui permet de parler aux gens qu'il allait rencontrer après. Alors, il a rencontré éventuellement les Iroquois, et ce qui l'ont amené vers la région de Niagara, où il a traversé. Il a décrit les chutes Niagara, il les avait vraiment vues. Et là, il a descendu le Saint-Laurent. Il a rencontré les Abénaquis, pas loin d'ici, à Odanak. Et là, on lui avait parlé, il avait déjà entendu parler de la mer. Et il a dit qu'il aurait aimé bien ça la voir. Étonnamment, il n'avait jamais été au golfe du Mexique, plus au sud. Alors, les Abénaquis ont dit, certain qu'on va te montrer ça. On va à la pêche, nous, sur le bord de la mer, dans le Maine actuel, qui avait été l'ancien territoire des Abénaquis. Alors, ils l'ont amené jusqu'à l'océan, où il a été très impressionné par les marées. En fait, quand la marée s'est mise à monter, il a paniqué. Il a fallu que les Abénaquis lui expliquent que oui, non, ça va s'arrêter si on n'est pas en train d'inonder le monde entier. Là. Et là, il est revenu, après ça, tranquillement, pas vite, à travers les tribus, il est revenu jusqu'à chez eux, chez les Yazoo, donc au Mississippi. Mais là, il n'avait pas trouvé de réponse à ces questions sur l'origine de son peuple. Alors, quelques années plus tard, il a décidé de repartir en expédition, mais dans l'autre direction, vers le nord-ouest. Et là, il est parti, donc, remonte le Mississippi, mais là, jusqu'à l'emplacement à peu près de Saint-Louis, au Missouri. Et là, il peut prendre le fleuve, remonter la rivière Missouri, et là, il part vers l'ouest. Et là encore, le même mécanisme. Il rencontre des gens, il apprend la langue, il voyage, il se fait aider, puis bon, il aide les gens aux besoins. Puis il continue. Alors, il décrit les tribus qu'il a rencontrées, tribus nomades des prairies, certaines qui avaient des chevaux, etc., ce qui l'a bien impressionné, parce que des chevaux, les Amérindiens n'en avaient pas dans le sud de la Louisiane. Et là, il remonte les Rocheuses, et d'une tribu à l'autre, il va traverser le partage des eaux, la ligne de partage des eaux. Il va trouver un cours d'eau que les tribus locales appellent la Belle Rivière. On pense que c'était probablement le fleuve Columbia. Et de là, il se rend jusque sur la côte du Pacifique. Comme ça, tranquillement, pas vite. Au fil des temps, ça y a pris un an certainement, ce voyage-là. Tranquillement, il s'est rendu de l'autre côté. Et là, il y a un épisode particulier, c'est qu'il dit que sur la côte du Pacifique, il y a des hommes blancs qui viennent, avec des grandes barbes, qui ont des armes à feu, ce qui fait qu'ils font très peur aux Indiens du lieu, et qui viennent pour cueillir l'écorce d'un arbre dont, semble-t-il, ils se servent pour faire une teinture. Là, il y a un problème dans l'histoire. On a spéculé beaucoup sur quel blanc pouvait bien se trouver là à cette date-là. La solution la plus évidente, ce serait des Russes, parce que les Russes avaient déjà atteint l'Alaska, les trafiquants de fourrure. Et ces gens-là étaient souvent des Cosaques, portaient des grandes barbes, avaient des armes à feu, ce qui crée par contre le doute et qui mêle un peu, c'est qu'on ne peut pas voir de quelle plante là-bas crée une écorce qui permet de faire une teinture jaune, spécifiquement. On ne sait pas. Il y a d'autres plantes qui permettent de faire ça, mais ils sont de ce côté-ci des Rocheuses, ils ne sont pas sur la côte du Pacifique. Alors, on se demande là, s'il n'y a pas de la confusion un petit peu. Mais, donc, il raconte son histoire, et les Français, beaucoup de gens en France vont douter. Et pour une raison très simple, qui est une raison plus idéologique qu'autre chose. D'ailleurs, son histoire va être racontée par un autre auteur qui va dire qu'il ne s'est probablement pas vraiment rendu parce qu'il y a des détails qui ne fonctionnent pas. Mais là, c'est parce que Monk Cache-Tapé, à son insu, se trouve pris dans un débat scientifique, mais plus idéologique que scientifique,
c'est qu'il y a une partie des Français, des savants, des gens d'académie, des géographes, qui sont convaincus qu'il existe une mer de l'Ouest, qui serait une espèce de gigantesque golfe qui irait presque jusqu'au milieu des prairies de l'Ouest et qui communique avec le Pacifique. Les Français voulaient que ça existe parce que ça aurait permis de mettre des bateaux et de se rendre jusqu'au commerce avec l'Asie. Sauf qu'il n'y avait aucune preuve de ça. Et Moncache-Tapé n'en parle pas pour une raison très simple, c'est que ça n'existe pas. Mais on essayait de le discréditer pour dire que ça existe. Et l'autre auteur qui avait repris son histoire, lui, faisait partie du clan de ceux qui disaient que cette mer-là existait. Mais, par contre, le reste de l'histoire de Moncache-Tapé, ça se tient. On dit, par exemple, quand il a atteint la nation des Kansés, le Kansas, on lui a dit qu'il faudra encore un mois pour atteindre les sources de la rivière Missouri, qu'à partir de là, il va devoir marcher plusieurs jours vers le nord, et là, il va trouver une rivière qui coule vers l'ouest, où il va trouver la nation des Indiens Otter. Et ça se déroule exactement comme prévu, et ça tient la route en termes de trajet, à la vitesse auquel il pouvait se déplacer, d'emplacement, les descriptions qu'il donne des rivières. Ça se tient par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Ces descriptions des villages autochtones, ça se tient aussi. Lorsqu'il atteint le Pacifique, il rencontre des tribus qui se nourrissent principalement de poissons. Mais c'est exactement ça. Et il y a des gens, la tribu qu'il rencontre, qui tiennent leur distance par rapport à l'océan, par rapport à cause de ces fameux hommes barbus qui décrivent, qui viennent et qui souvent enlèvent des esclaves, etc. On les décrit comme courts et trapus, avec des grosses têtes qu'ils couvraient de tissu, qui portaient toujours leurs vêtements, ce qui fait penser à des Européens, parce que les Amérindiens s'habillaient légèrement en été. C'est ça, portaient toujours leurs vêtements, même par temps chaud. Et qui avaient des manteaux qui descendaient jusqu'au milieu des jambes, couverts de tissu rouge ou jaune. Et les Indiens ne savaient pas de quoi étaient faits leurs vêtements parce qu'ils n'avaient jamais pu en tuer un à cause des armes à feu, qu'ils n'osaient pas les approcher. Moncache-Tapé, d'ailleurs, va décrire un combat où il rencontre ces hommes-là, puis les Autochtones se battent avec, et il va dire qu'ils n'ont pas raison d'avoir autant peur des armes à feu en question, qui n'ont pas l'air si efficaces, parce qu'il semble-t-il que ça ne portait pas très loin, même par rapport aux armes à feu qu'ils connaissaient des Européens, ce qui fait encore penser à l'Extrême-Orient, où on utilisait des poudres qui étaient souvent moins puissantes. C'est ça que j'ai cru au début que c'était des Asiatiques. Ça pourrait aussi. Ouais, ça serait, avec des barbes, là. Puis, mais on n'a pas de description d'Asiatiques qui seraient venus là, à ce moment-là, alors qu'on sait que les Russes, eux autres, s'étaient rendus. Okay. Mais là, il y a une confusion à ce moment-là. C'est d'où le fait qu'il y a deux versions du récit, celle de Lepage et celle de Jean-François Benjamin Dumont de Montigny, qui, lui, a repris le récit et a laissé entendre que Lepage avait embelli le voyage que Moncache-Tapé lui avait décrit. Et d'autres, justement, revendiquent que le récit de Lepage est crédible, entre autres à cause de ce qu'on décrit, mais aussi à cause de ce qu'on ne décrit pas, la fameuse mer de l'Ouest, qui n'existait pas, puis qu'effectivement, Moncache-Tapé n'en parle pas. Et avec raison. C'est ça. Donc, il y a une très grande vraisemblance à l'histoire, et ça serait arrivé vers la fin des années 1600, parce que Moncache-Tapé dit que c'est arrivé quand il était jeune. Donc, d'après Lepage, ça devait se situer vers les années 1690, peut-être. Donc, si c'est le cas, Moncache-Tapé serait le premier connu à avoir traversé le continent américain d'un côté à l'autre, bien avant tous les explorateurs européens. Ou nos deux explorateurs. Les Américains, Lewis and Clark. Ou Alexander Mackenzie. Mais en même temps, on dit c'est le premier. Ben, c'est le premier dont on a entendu parler. Parce qu'en réalité, on ne le sait pas. Avant, les Autochtones, on sait qu'ils voyageaient beaucoup. Alors, il ne serait pas étonné qu'ils parcouraient l'Amérique. C'est ça. Ça ne sera pas étonnant qu'il y en ait eu d'autres qui aient fait ces voyages-là, ou l'équivalent, entre les deux rives au cours de leur vie, à travers des voyages
de recherche, de commerce, de chasse, on ne sait pas, là, des quêtes. Des fois, il y avait ce qu'ils appelaient des quêtes mystiques où ils devaient rechercher leurs rêves, etc. On ne sait pas ce qu'ils ont pu faire parce qu'on n'a pas de document écrit. Mais Monk Kashtapi, ce serait le premier. Okay. Puis pour ce qui est de la fameuse mer de l'Ouest, il y aurait des gens qui auraient pu renseigner les Français. Ça aurait été les Espagnols, qui, eux autres, savaient très bien qu'il n'y avait pas de mer à cet endroit-là. La Californie faisait partie de leur empire. Le Sud-Ouest, tout le Nouveau-Mexique et tout ça, donc ils savaient bien qu'il n'y avait pas de mer là. Le truc, c'est que les Espagnols ne partageaient pas leurs informations. Ils gardaient très secret toutes les informations géographiques sur leur empire parce qu'ils se disaient on va se faire attaquer. Et c'est des informations stratégiques. Il avait bien raison d'ailleurs parce que toutes les puissances européennes ont essayé de leur prendre des morceaux de leur empire à un moment donné et ils ne sont pas arrivés. Mais ça a été une 50aine d'années plus tard avant que les Espagnols autorisent des Français à aller se promener librement à travers leur empire en Amérique latine, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique latine. Donc, Monk Kashtapi, il y a encore un doute, mais son histoire semble extrêmement vraisemblable. Alors, ça serait un autre grand explorateur ignoré, en fait, parce que son récit, en plus, a été mis par écrit. Donc, les Européens l'ont su, son affaire, mais ce n'est que récemment que moi j'ai entendu parler de Monk Kashtapi. Des historiens qui ont retrouvé, qui ont exploré le récit de Lepage et qui se sont dit que finalement, ça tenait la route. Et donc, c'est très possible que Monk Kashtapi était un précurseur. C'est quand même extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, on peut aller redécouvrir ces choses-là, remettre en lumière, parce que c'est vrai que Lewis and Clark, d'ailleurs, même là, il y a des choses qui ne marchent pas avec l'histoire de ces deux-là. En tout cas, pour ce qui est du fait historique, c'est qu'on accorde ça quand l'histoire a identifié l'origine de quelque chose comme, bon, ça a commencé à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'auparavant, puis les inconnus qui ont pratiqué ça auparavant, l'histoire le met à ce date-là, mais c'est juste ça. La chronique. C'est parce qu'on le sait. Parce qu'on le sait. On ignorait ce qu'il y avait avant. Alors voilà, encore une fois, c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit bonsoir. À la semaine prochaine. Restez à l'écoute de TVCBF.